maintenant, la parole va être à Jean-François Ray et Flora Bastiani. Flora Bastiani et Jean-François Ray, puisqu'il s'agit d'un entretien entre Flora et Jean-François. Et ils vont d'abord se présenter. Donc, Flora et Jean-François, si vous pouvez mettre maintenant vos micros en on, la parole est à vous. Merci David. Merci à tous d'être là pour cette innovation pour nous. Donc j'ai le plaisir de présenter Jean-François Ray. Nous avons décidé de faire cette présentation sur le mode de la discussion pour essayer, pour voir ce que ça donne. Donc Jean-François Ray est agrégé et docteur en philosophie. Il est professeur honoraire à l'IUFM de Lille. Il est membre de la CIREL. Il a consacré une thèse au thème de la justice dans la philosophie d'Emmanuel Lévinas. Il en est ressorti un livre qui se nomme Passeur de justice. Et il a également travaillé sur l'idée d'humanité chez Lévinas dans le livre La mesure de l'homme. Depuis, il a renouvelé ses thématiques aussi. Et il travaille notamment sur les soins en psychiatrie dans une perspective phénoménologique et institutionnelle. Et dans ce cadre, il est notamment l'auteur de 2 ouvrages, l'un qui se nomme À dessein de soi, introduction à la philosophie d'Henri Maldinet, et un autre qui a pour titre Constellation, Henri Maldinet et la psychothérapie institutionnelle. Bon, merci. Merci pour cette présentation, Flora. Alors, à mon tour, donc, Flora Bastiani est enseignante-chercheuse à l'Université Toulouse 2, Jean Jaurès, donc à Toulouse, responsable du master éthique des soins à l'Université de Toulouse, membre du comité d'éthique hospitalier du CHU de Toulouse, membre de la CIREL et présidente de la CIREL Toulouse. Elle travaille actuellement sur le temps vécu dans la scène de soins et elle a publié plusieurs articles récemment, 2019-2017, sur ce thème. Je cite, « Contraintes et situations dans le soin, une approche phénoménologique » dans la revue On Pense, et « Comment survivre, une approche phénoménologique de la situation de crise à partir d'Henri Maldinet, Gilles Lapenkoff. » Vous m'entendez là? Oui, parfaitement. Oui, on t'entend tout à fait. Donc, oui, David? Donc ça, c'est dans la revue Clinique méditerranéenne de 2017. Je remercie David pour tous ses efforts et sa compétence en matière de maniement des outils, compétence que je n'ai pas. Et donc, c'est avec plaisir que nous allons discuter ensemble. Voilà. Alors, je pense que... Donc, ça va se dérouler comme une conversation entre vous. Voilà, c'est ça. Et avec une... à terme de cette conversation, il y aura la possibilité de poser des questions. Donc, les orateurs ouvrent le micro, Jean-François et Flora. Et donc, nous commençons. Alors, je pense que tout d'abord, au vu du choix de la thématique de cette discussion, qui est Lévinas et le soin, on pourrait commencer par répondre à une question qui est légitime, qui est: est-ce que Lévinas parle spécifiquement du soin dans son œuvre? Est-ce que Lévinas pourrait entrer dans la gamme des penseurs du soin? Et donc, est-ce qu'il a rédigé des ouvrages qui seraient complètement dédiés à cette question? En fait, la réponse est non à chaque fois. Lévinas n'est pas spécifiquement un penseur du soin. Il n'a pas d'ouvrage dédié aux soins. Et ses propos sur la médecine sont plutôt épars. Ils se distribuent un peu dans tous les ouvrages. Donc, si vous voulez les lire, il va falloir lire toute la bibliographie. Donc, pourquoi on pourrait se demander, comme c'est pas un philosophe qui a travaillé spécifiquement sur la question du soin, pourquoi nous nous retrouvons ensemble à réfléchir à un lien que l'auteur n'a pas lui-même clairement posé. Et finalement, c'est parce que Lévinas est un penseur qui s'intéresse à la relation du sujet avec autrui. Il se demande ce qui se passe parfois lorsque je rencontre autrui. Je dis parfois parce que ce n'est pas à tous les coups, mais seulement parfois, que quelque chose de particulier émerge dans la relation, quelque chose qui ne ressemble pas
aux autres relations, ou au moins qui ne ressemble pas aux attendus habituels qu'on a d'une relation. Cette modalité spéciale qui apparaît parfois, c'est ce qu'il appelle éthique. L'éthique ne vient donc pas de nulle part, mais elle vient de notre relation avec la différence ou avec l'hétérogénéité d'autrui. Et donc, on voit souvent, enfin, dans notre vie quotidienne, on voit souvent autrui comme le même que tous les autres êtres humains, on voit autrui comme un alter ego. Et ce que Lévinas souligne, c'est que parfois on est touché par sa différence plutôt que par sa ressemblance, par quelque chose en lui qui diffère. Et cette différence, selon Lévinas, se manifeste à travers une faiblesse, une particularité, une fragilité propre à lui. Donc là, on pourrait dire que la question du soin, elle prend sens lorsqu'on lit Lévinas. Pour quelle raison? Parce que précisément, lorsqu'on pense à la relation de soin, qui peut être vue comme une relation de pouvoir, parce que, par exemple, on va revenir avec Jean-François Rey dessus, elle met en lien une personne malade et une personne qui soigne, donc qui pourrait être détentrice d'un pouvoir qui tient à ses compétences ou à sa connaissance. Or, on se demande, lorsqu'on lit Lévinas, si la différence qui ouvre l'éthique, c'est-à-dire cette relation à la différence, pourrait avoir une place dans la relation de soin. Donc, il y a un autre élément à souligner. Il y a beaucoup, en fait, d'éléments de la littérature qui sont produits à propos des soins, qui laissent penser que l'éthique devrait être une mission des professionnels de santé, une mission qui serait inhérente aux professions de santé. Et d'ailleurs, Lévinas est parfois convoqué dans cette littérature à propos du soin pour justifier cette tendance qui donnerait aux professions de santé la mission d'agir de manière éthique. Alors, par exemple, il y a des livres de management sur l'éthique ou de prise en charge éthique en santé. Et tout ça est décrit comme émanant de la fonction même du soignant. Mais au fond, si on pense à l'éthique de Lévinas, il est loin d'être facile d'associer l'éthique à une mission qui serait donnée par une institution. Donc, bien que lorsqu'on parle d'éthique, on parle bien d'un devoir, ce devoir est toujours chez Lévinas lié à une obligation devant autrui et donc pas à un principe général comme pourrait l'être le principe de bienfaisance, par exemple. Autrement dit, pour résumer ce que je viens de dire, l'éthique pour Lévinas, elle est toujours issue d'une rencontre qui ouvre une dimension inhabituelle de la relation, mais cette modalité de rencontre ne peut pas être systématisée, ça ne peut pas être un système, et il ne peut pas non plus être, cette modalité de la rencontre ne peut pas être rendue obligatoire. Donc l'éthique est l'affaire d'une relation d'exception, et il s'agit de se rendre compte que l'état de cet autrui ou le devenir de cet autrui me concerne. Voilà la première chose que je voulais dire sur notre discussion, mais je pense que Jean-François, vous pouvez ajouter oui, votre propre réponse. Je partirai de là où vous en êtes arrivé. L'éthique est toujours une éthique d'une relation. Hein, et j'ai envie de faire deux remarques. La première, c'est que Lévinas parle souvent du fait éthique, comme le fait de se rencontrer, de se regarder, est déjà un fait éthique. Alors, certains auteurs l'appellent rencontre, contact, etc. Bon, voilà. Et en même temps, Lévinas ajoute le fait éthique ne doit rien aux valeurs. Ce n'est pas parce que vous allez afficher dans votre salle d'attente ou dans votre service respect aux malades, etc. Ce que vous voudrez. Les valeurs doivent tout au fait éthique. Ce qui fait qu'il n'y a pas de catéchisme, au sens catholique du terme, il n'y a pas une de charte, même si ça existe, les chartes, bien sûr. Mais ce n'est pas ça l'important. Hein. L'important, et ça c'est dit par d'autres auteurs aussi, dans une relation, c'est le comment. Le comment. C'est-à-dire, voilà, chez Lévinas, il y a deux niveaux de l'éthique.
le niveau qu'on vient de donner, donc l'éthique de relation, vous avez souligné la différence, l'hétérogénéité, mais en même temps, c'est comme vous l'avez dit, c'est un commandement. Mais ce commandement n'est possible que s'il y a une différence de niveau entre l'autre et moi. Et l'autre est plus haut que moi. C'est une relation asymétrique. Ce qui, évidemment, contrarie beaucoup tous les discours sur la réciprocité, tu me respectes, je te respecte, etc. Vous voyez? Bon, déjà là. Donc, on comprend un peu que les lecteurs de Lévinas, qui par ailleurs sont soignants ou éducateurs ou enseignants, parce qu'il en a aussi parlé de tout ça, ça ne doit pas être immédiatement traduisible en précepte, en conseil. Donc, c'est bien d'une orientation qu'il s'agit. Et il ne faut pas déduire de ce qu'il dit quelque chose qui serait une éthique appliquée, sinon c'est la catastrophe. Par exemple, dire, non, ce n'est pas Lévinas qui l'a dit, mais c'est quelqu'un qui s'en réclamait, qui disait à propos de ses élèves, le professeur, comment dire, en gros, le professeur doit tout à ses élèves, les élèves n'ont pas de devoir. Alors, évidemment, un professeur qui part comme ça dans la carrière aussi abruptement, il n'ira pas loin. Mais, encore une fois, il ne faut pas de faire dire à Lévinas ce qu'il n'a pas dit. Par contre, vous avez parlé de rencontre, il y a un mot qui est très important dans le soin, c'est le mot accueil. Et accueil, malheureusement, quand vous allez, pour une raison quelconque, dans un établissement de soins, à l'entrée, vous avez une pancarte accueil. Qu'est-ce qu'on fait à l'accueil? On vous demande votre carte vitale, votre adresse, etc. La personne ne vous regarde pas parce qu'en même temps, elle est devant son ordinateur. C'est l'accueil. En fait, si vous êtes patient, c'est une admission. Et l'admission dans ce service tient lieu d'accueil. Après, il n'y a plus d'accueil. Alors que si l'on est un minimum engagé dans une éthique qui ne soit pas simplement une référence ornementale, comme ça, affichée sur un mur, il faut accueillir la personne tout au long de sa déambulation dans l'établissement de soins. Est-ce que l'accueil, ça se rejoue tous les matins? Vous voyez, par exemple, beaucoup d'infirmiers, d'infirmières disent que le temps est réglé, il faut 2 minutes chaque matin par patient. Et puis un jour, une infirmière tombe sur un vieux monsieur, veuf, etc., qui est déprimé, il a passé une mauvaise nuit. Elle l'écoute, elle le réconforte, mais ça prend 4 minutes. Alors elle va se faire engueuler, parce qu'elle a dépassé les 2 minutes réglementaires, et pourtant, elle a fait son métier. Alors, se faire engueuler parce qu'on fait bien son métier, c'est une situation, vous verrez, quand même paradoxale. Alors, justement, l'idée, c'est qu'il y a des missions professionnelles qui sont toutes explicitées dans ce qu'on appelle aujourd'hui les référentiels de compétences. Et ça, c'est là-dessus que sont évalués les soignants, les enseignants, etc. Nous parlons des soignants. Alors que les gens, que ce soit dans l'enseignement ou dans le soin, quand ils ont choisi ce métier, ils n'ont pas choisi en fonction du référentiel de compétences, ils ont choisi en fonction de ce qui leur tient à cœur. C'est-à-dire être dans l'aide, être dans le soin, parce qu'ils aiment ça, etc., avec des motivations éthiques. Et la souffrance de ces gens-là, souvent, c'est la trop grande distance entre les compétences professionnelles requises, qu'il faut avoir, bien entendu, et puis leur cœur de métier, quoi, l'éthique. Voilà, ça c'est la chose. Alors, justement, vous l'avez évoqué, ailleurs au Québec, mais ça vient aussi en France, on forme les enseignants ou les soignants à une compétence éthique. Une compétence éthique. Alors, j'ai lu des choses là-dessus, pas très convaincu. J'ai des collègues qui essayent d'appliquer ça dans l'enseignement de manière sympathique, mais je ne vois pas trop, en tout cas à la lumière de Lévinas, ce que pourrait être une compétence éthique. Mais alors une chose c'est certaine, c'est que la relation à autrui est une relation incarnée. C'est-à-dire que
quelqu'un souffre, quelqu'un écoute, quelqu'un entend, quelqu'un parle, c'est ça. Et alors, pour revenir à ce que je disais en préambule, non, Lévinas ne fait pas partie, on ne peut pas dire qu'il fasse partie de la gamme des penseurs du soin, mais il a quand même écrit quelques textes, hein, je l'évoquais rapidement, qui concernent la médecine ou qui concernent le soin. Peut-être que vous pouvez nous apporter des précisions sur Oui. dans quel contexte Alors, il y a qu'il dit à propos de cela. il y a deux familles de textes assez courts en général. Il y a une famille de textes où il parle du médecin comme personnage social, un peu comme au 19e siècle, bon, au 20e siècle évidemment. Un personnage social qui a beaucoup régressé ces derniers temps, c'est le médecin de famille, qui vous recevait 3/4 d'heure dans son bureau on n'est pas, parce qu'on s'intéresse à tout le monde dans qu'on est médecin de famille. Voilà. Alors, il y en a sans doute encore, hein, bon, mais bon. Donc, il a ça dans la tête. Et l'autre série de textes, c'est les textes sur la souffrance, notamment un très beau texte qui s'appelle « La souffrance inutile », et qui est un texte important, parce que souvent, certains pensent que Lévinas, tous les gens autour de ce qu'on appelle la phénoménologie dupathique, etc., valoriseraient le dolorisme, vous savez, le fameux dolorisme chrétien, disant quand tu souffres, après tu es mieux, tu es meilleur. Ça, non. Lévinas le dit carrément et définitivement, toute souffrance est inutile. Mais il faut la penser quand même, ça veut dire qu'on n'a pas la penser. Et j'ai d'ailleurs, je peux vous citer une phrase de Lévinas dans Totalité infinie, je vous la cite. Le médecin est un principe a priori de la mortalité humaine. La mort approche dans la peur de quelqu'un et espère en quelqu'un. Voilà. Autrement dit, le lien entre la mortalité possible du malade et parfois effective, et donc sa vulnérabilité, son exposition à la mort, fait partie du bagage du médecin. Bon. Une anecdote, quand j'étais gamin à la campagne, le médecin du corps l'appelait la mort aux trousses, vous voyez, donc on spontanément fait le lien. Bon, voilà. Donc voilà. Donc, alors ensuite, sur la médecine, et notamment la médecine des enfants, il y a des rapprochements qui sont faits par Lévinas entre la médecine et la maternité. Pas la maternité au sens institution où on va accoucher, mais le fait d'être mère. Et la maternité, pour Lévinas, il la voit dans le corps féminin à travers le mot en français de miséricorde. Alors, je ne connais pas l'hébreu, mais Lévinas le dit en hébreu, Rahem qui veut dire l'utérus, et Rahamim au pluriel, si je prononce bien, ce sont des contractions, ce sont des frémissements des entrailles. Il l'a dit à plusieurs reprises. C'est assez osé, ce qui évidemment va faire hurler beaucoup de gens qui pensent que les théories du Caire vont reléguer les femmes au rang de, etc., aux opinions du soin, etc. Bon, je ne vais pas entrer dans ce débat, mais le lien que fait Lévinas avec le maternel, c'est aussi le lien fait avec ce que Freud appelait, lui, l'état de détresse du nourrisson. Alors, là, je fais référence à un texte de Freud de 1895, qu'on appelle le projet de psychologie scientifique, que Freud n'a jamais publié de son vivant, ça a été retrouvé dans ses papiers en 1950. Et là-dessus, lorsque Freud parle de la personne secourable qui vient donner à manger à l'enfant qui crie de faim, c'est exactement ce que veut Lévinas. Dans le texte freudien, c'est Nebenmensch, l'humain d'à côté, mais c'est effectivement une des fonctions maternelles. Il y en a d'autres, la fonction du portage, le holding de Winnicott, la fonction de contenance, etc. Alors, je sais bien que Lévinas cite rarement Freud et Winnicott, voire jamais, et que des raisons qui lui sont personnelles et qu'il faudrait creuser, il n'aimait pas trop apparemment, bon. Mais je renvoie les
nos auditeurs au livre de Monique Schneider sur la détresse aux sources de l'éthique, qui est un livre magnifique dans lequel elle fait effectivement un rapprochement entre Lévinas et Freud, sans aucune, évidemment, allégeance à une théorie freudienne plutôt qu'autre chose. Hein, voici. Voilà. Le bébé, le nourrisson, a besoin d'aide. Voilà. Et ce besoin d'aide qui le fait souffrir, parce que quand il a faim, il pleure, eh bien, c'est la vulnérabilité essentielle. On n'a jamais arrêté de parler de Lévinas. Voilà. Alors, maintenant, sur la question des soignantes, la question médicale. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la question de soins elle-même, puisqu'on a dit en commençant qu'effectivement, il ne fallait pas compter sur Lévinas pour faire une analyse du soin. Mais parmi les grands thèmes, on vient d'en nommer un, la vulnérabilité. Alors, est-ce que c'est ce rapport à la vulnérabilité qui serait en quelque sorte à comparer avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'empathie du professionnel de santé, la question de l'empathie? Lévinas, on ne peut jamais ce mot, mais aujourd'hui, il est partout. Voilà. C'est vrai. Mais chez Lévinas, la vulnérabilité dont vous parliez, elle est directement liée à la particularité de l'expérience de la différence d'autrui. Oui. Tout à l'heure, on parlait de cette différence en disant qu'elle n'apparaît pas tout le temps, mais elle émerge comme un dépassement des ressemblances d'autrui, de l'autre être humain. Donc, comme si, dans ces moments qui sont imprévisibles, on se trouvait non pas face à la présence d'autrui, mais plutôt face à quelque chose de son absence, face à son retrait, à quelque chose qui en lui se retire. C'est-à-dire que ce sont les différences qui nous touchent, ce qui se dérobe à notre compréhension. Et ce retrait, il apparaît chez Lévinas comme une distinction entre le monde qui apparaît, le monde des étangs, qui sont là, qui remplissent notre environnement d'une manière positive, et le monde de l'autre qui n'est pas celui du là ou qui n'est pas celui du remplissement, mais qui est une modalité du retrait, de la différence, de l'absence. Et donc cette notion, cette idée, oui, de retrait ou de différence, c'est le signe chez Lévinas d'une fragilité. Parce que dans ce qu'il appelle l'incondition d'autrui, c'est-à-dire le fait qu'autrui ne s'inscrit pas dans les conditions d'apparaître du monde, dans sa manière de ne pas se présenter devant le sujet comme n'importe quel objet le ferait en apparaissant simplement, l'altérité d'autrui ne correspond pas aux formes de notre monde. Elle ne se situe pas dans un rapport de monstration, de connaissance, de pouvoir. Et ça fait de l'altérité qu'elle est à part du monde, qu'elle advient au sujet en étant à part du monde. Et c'est ça qui implique cette question de la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'autrui ne peut pas prendre une place dans le monde alors qu'il n'est pas adéquat aux formes du monde qui sont notamment l'apparaître ou la monstration. Donc c'est en grande partie ça qui le rend fragile, et c'est aussi ça, voir qu'il ne peut pas prendre une place dans le monde, qui oblige le sujet à prendre soin de lui. C'est-à-dire que cette fragilité-là m'oblige aux soins, parce que c'est comme si, en étant témoin de cette fragilité, je ne pouvais pas me détourner d'autrui, ça suscitait en moi, ça suscite en moi un sentiment de responsabilité vis-à-vis de lui. Et donc, les relations humaines impliquent un rapport avec autrui. Tout à l'heure, je l'en parlais, qui souvent s'appuie sur les ressemblances. On a tendance à croire qu'autrui est comme nous, c'est-à-dire supposer qu'il comprend la même chose que nous, qu'il perçoit la même chose que nous, etc. Et parfois, on est frappé, malgré nous, par des différences qu'il exprime, soit de manière directe, soit de manière indirecte. Par exemple, voir qu'il n'a pas la même compréhension d'une parole, ou une incompréhension, ou une attitude, ou un comportement qui à nous paraît incohérent et qui sont cohérents pour autrui. En tout cas, toutes ces inadéquations
qui sont des inadéquations finalement à nos attentes, mettent en évidence des différences dans le vécu intime, dans une perception qui n'est pas une perception de soi-même et de l'environnement qui ne peut pas être partageable. Chacun a une manière singulière d'appréhender le monde qui l'entoure. Et chez Lévinas, l'altérité est encore plus précise. Elle émane de la présence même d'autrui, du fait que cette présence résiste à ma compréhension, c'est-à-dire que cette présence restera autre, qu'elle portera toujours la marque de l'hétérogène. Donc l'altérité chez Lévinas désigne en autrui une différence qui ne peut pas se résorber, qui n'est pas appropriable et qui ne peut pas devenir une connaissance. Notre connaissance d'autrui, elle est limitée par notre propre expérience. Et donc on peut imaginer l'expérience du monde que peut faire autrui, mais on ne peut jamais y avoir accès. Donc c'est surtout, c'est à partir de cette question-là, le fait que je sois en relation avec une altérité qui s'éclairera jamais, qu'on peut comprendre la question de la vulnérabilité. La vulnérabilité, elle est d'abord celle d'autrui qui souffre, celle d'autrui qui est fragile et qui s'impose à moi comme une préoccupation, comme une obligation qui m'incombe vis-à-vis de sa souffrance, un devoir que je ne peux pas mettre de côté. Je suis obligée par la faiblesse d'autrui. D'un autre côté, ce que vous évoquiez, l'empathie, c'est vrai que c'est un mot qui est maintenant répandu et qui est beaucoup présent aussi dans certains enseignements dans les IFSI, dans les instituts de formation en soins infirmiers, ou dans les ouvrages qu'on évoquait tout à l'heure sur les soins infirmiers ou sur les soins en général. Cette empathie, elle ne me paraît pas comparable, vraiment pas comparable à la vulnérabilité chez Lévinas. C'est-à-dire que l'empathie, elle est expliquée comme une posture professionnelle qui vise une forme de bientraitance envers le patient, hein, mais tout en restant dans la réserve. C'est-à-dire qu'il y a une visée de bientraitance, mais il y a surtout une idée de limite dans l'implication du professionnel de santé auprès du malade. C'est-à-dire qu'avec l'empathie, il y a la recherche d'un regard extérieur, d'une forme de neutralité. C'est-à-dire, je peux écouter la personne souffrante, mais en n'étant pas personnellement touchée ou en n'étant pas personnellement impliquée dans son récit. Wow. Et donc l'empathie, en somme, c'est une stratégie relationnelle dans laquelle la personne soignée est objectivée. Le fait de décrire une posture professionnelle de principe, c'est-à-dire une posture professionnelle qu'on décrit avant toute situation particulière de terrain, c'est une posture générale, on peut comprendre que ça peut avoir pour but de réguler les relations humaines qui seraient entre guillemets naturelles, c'est-à-dire les relations dans la vie courante apparaissent avec l'idée d'empathie différente des relations qui peuvent se tisser à l'intérieur du cadre des soins. Donc l'empathie semble vouloir mettre à part les relations de soins en les extrayant des relations par exemple de sympathie, mais aussi des relations d'antipathie qu'on pourrait avoir avec autrui, avec une autre personne. Donc il n'est pas vraiment possible de comparer le fait que décrit Lévinas, d'être intimement touché par la vulnérabilité d'une personne, d'un autrui, c'est-à-dire de la différence d'une personne, avec l'empathie, qui est une posture soignante. On peut comprendre cette idée d'empathie, qu'elle soit présente avec l'idée que les personnes qui soignent ne devraient pas souffrir avec les malades pour pouvoir soigner au mieux sans être absorbées par cet état de souffrance dont elles sont témoins. Mais on peut se demander aussi si cette limite posée par l'empathie ne peut pas, à un certain moment, devenir une entrave à la rencontre
au sens de la rencontre telle que le décrit Lévinas. Et dans certaines circonstances, la résistance à cette rencontre peut-être pourrait ou risquerait de nuire au soin lui-même. Donc d'un côté, on a ces limites de l'implication du soignant avec l'empathie qui sont justifiées par le besoin de se préserver, enfin, ou en tout cas d'enseigner aux professionnels de santé à se préserver. Et donc c'est pourquoi elles sont ces limites, enfin l'idée d'empathie, tout à l'heure je disais, elle est enseignée dans le cursus infirmier par exemple. Et ce n'est pas surprenant qu'en tant que visée de préservation des personnes, l'empathie soit apportée par la société et par l'institution, puisqu'elle a un rôle protecteur en quelque sorte. Et d'un autre côté, on peut se questionner sur le moment où ces limites, cette limite dans l'implication, pourrait devenir un empêchement à la proximité avec autrui, ou un empêchement au sens même de la rencontre qui est décrite par Lévinas, c'est-à-dire une rencontre avec la différence. Parce que dans l'empathie, on n'a pas ce type d'accès-là. Donc le soin, dans sa partie technique, il ne peut pas viser l'altérité, puisque la partie technique du soin repose sur les compétences, les connaissances, etc. Et puis surtout, la partie technique vise une efficacité. Mais d'un autre côté, la dimension humaine de la relation de soin pourrait aider à la prise en soin, par exemple en lui permettant de sentir la particularité d'autrui, l'exception de l'exception, la singularité de sa manière de s'exprimer. Et en fait, il faut aussi dire que c'était un petit peu ce à quoi je pensais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui nous conduit aux soins, c'est la préoccupation pour autrui. Et en quelque sorte, c'est cette même préoccupation qui risquerait finalement d'être repoussée par l'empathie parce que cette préoccupation paraîtrait un risque trop personnel pour les professionnels. Donc, le professionnel de santé, avec cette scène du soi, avec cette situation de soi, on dirait qu'il se trouve entre deux, c'est-à-dire son rôle vis-à-vis de l'institution qui est d'abord fonctionnel, qui est d'abord avec une visée technique, une visée d'efficacité, et d'un autre côté, le professionnel de santé, lui, il est sur le terrain en relation avec des personnes, et il se trouve que parfois, ça peut être là que la rencontre peut avoir lieu. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. J'irai même plus loin, je serai plus méchant que vous, parce que l'empathie, Einfühlung en allemand, c'est-à-dire se mettre dans la tête d'autrui. Et un écrivain qui s'est mis dans la tête d'un SS. Ça fonctionne. S'il a beaucoup étudié les comportements de ces gens-là, il n'a aucune sympathie, a priori, évidemment, et le lecteur n'en a aucune par rapport au roman. Mais l'empathie, c'est qu'une abstraction, comme la sympathie. Ça a été développé dans les années 20 par Max Scheler. Bon, on ne lit plus ça, on a tort. La sympathie, c'est avec, ça, c'est avec. On n'est pas dans la tête, on est avec la personne. Alors, ça pose un problème que vous avez bien souligné, dont on parle beaucoup dans les soins infirmiers, c'est la mise entre parenthèses des affects. Les affects positifs, soit amoureux, soit au contraire de dégoût, parce que bon, des fois, c'est pas très agréable. Voilà. Bon, ça d'accord. Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit Lévinas là-dessus? Il dit bien sûr, la relation éthique avec l'autre, avec autrui personnel, singulier qui est en face de moi, elle peut me dévorer, puisque je suis entièrement à son service. Et c'est là qu'il introduit la dimension du tiers. Il dit le tiers, c'est pas de dire ah ben à la queue comme tout le monde, vous êtes tous pareils, c'est pas ça. Le tiers, c'est de dire que on ne peut pas s'investir dans une seule personne parce qu'on risquerait d'y être englouti,
Et la prise en perspective du tiers vient en quelque sorte adoucir l'âpreté de la relation éthique individuelle. C'est ça, Lévinas. C'est la grande leçon de Lévinas, c'est ça. Et c'est valable au plan politique, c'est valable aussi dans le champ de la santé ou de la justice. D'abord, quand Lévinas écrit ça dans Autrement qu'être, en 1974, il dit comme devant une cour de justice. C'est-à-dire que, voilà. Mais ce moment de la justice ou ce moment de la comparaison des incomparables, c'est comme ça qu'il dit. Chacun est unique. D'accord. Mais en effet, et chacun peut effectivement m'absorber, m'engloutir si je ne fais pas attention. Mais justement, ce qui me retient de m'engloutir, c'est précisément ce paradoxe, la comparaison des incomparables. Et moi, pour en revenir à l'empathie, je pense que dans sympathie, où il y a deux mots, il y a avec, mais il y a aussi patir, patein en grec, paskein, qui veut signifier éprouver. Hein. C'est pas de l'ordre de écoutez, je vais voir dans le vidage, je vais voir dans mon traité de médecine, etc. Puis après je vous reprends. Non, moi j'ai des souvenirs, c'est tout bête comme ça. Une fois, j'étais dans un service aux urgences, puis un petit accident, etc. Puis devant moi, toute porte ouverte, hein, on entendait tout. Il y avait un monsieur qui travaillait dans le bâtiment qui avait eu un accident. Le médecin lui demande, ah, c'est quoi votre métier, qu'est-ce que vous faites? Le type raconte, je suis coffreur, etc. Alors on se dit, ah ben voilà, un médecin qui prend le temps d'écouter. Qu'est-ce qu'il dit pour conclure, le médecin? Oh, vous savez, si je vous pose ces questions, c'est pour ma culture générale. Alors, soit c'est de l'ironie pour se défendre lui-même de sa propre sympathie, soit, malheureusement, c'est comme ça que moi je l'ai entendu, c'est cause toujours, je dis ça pour... voilà, donc vous voyez, il y a ça. Alors ça, si vous voulez trouver la parole, le petit mot gentil, le petit mot qui apaise, ben ça c'est la pratique qui donne ça. Hein, je ne vois pas pourquoi une compétence éthique. Alors peut-être si, mais bon, a priori, il n'y a pas de compétence éthique. Ça, je le soumets à la discussion pour ça. D'autre part, un médecin, un personnel, tous les personnels soignants, je mets de côté volontairement pour l'instant la médecine libérale, la médecine de ville, mais à l'hôpital, outre qu'on n'a pas le temps, il n'y a pas assez de personnel, enfin, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mais il y a aussi des corps hiérarchiques. Hein, et la hiérarchie dans l'institution hospitalière est une entrave considérable à ces manifestations du pour autrui lévinassien. Voilà. Je vais donner un exemple vrai. C'est une clinique psychiatrique du centre de la France. Il y avait un jeune, il paraissait avoir 17 ans, mais il y en avait peut-être 20, 40, schizophrène, qui se baladait toujours avec des bouts de paquets de cigarettes qu'il mettait autour de lui sur la pelouse devant le château où mangeaient les gens. Et Philippe, son nom, il savait qu'il devait manger à 13h avec tel ou tel. Et un jour, en été, il refuse d'aller manger. Voilà, sous prétexte qu'on allait lui piquer ses affaires. Il était toujours disposé en cercle, hein, au même endroit. Et ça dure plusieurs jours. À chaque fois, les gens y allaient, viennent manger avec nous. Et qu'est-ce qui s'est passé pour finir? Comme en plus c'était en été. Ben, si Philippe ne vient pas manger avec nous, nous on va aller manger avec lui. Et ils ont pris la table, ils l'ont mise à l'endroit où était Philippe et ils ont mangé avec lui. Vous voyez? Bon, alors maintenant vous allez me dire, vous êtes dans l'hôpital. La bouffe, elle arrive conditionnée. On mange pas, on mange à des heures fixes. On va pas s'amuser à déménager les tables. Vous voyez? Bon, voilà. Alors peut-être que je suis en train de décrire des conditions très exceptionnelles. Sans doute, mais on peut s'en inspirer. Mais justement, dans ce que vous décrivez,
pour revenir à cette question de la vulnérabilité, Hum, le fait qu'elle se manifeste d'abord chez autrui, c'est-à-dire je suis touchée par la vulnérabilité d'autrui chez les VINAS. Mais d'une oui, certaine manière, lorsque je suis touchée par la vulnérabilité d'autrui, moi-même, je deviens vulnérable. hum. Est-ce que le fait que le médecin ou le soignant puisse se montrer vulnérable signifie, ou pourrait signifier, qu'il n'y aurait plus de hiérarchie entre le malade et celui qui soigne. C'est-à-dire que les connaissances du médecin ou du soignant pourraient être surpassées par la relation parce qu'elle amène une situation de vulnérabilité. Ça, c'est une remarque qu'on entend souvent. Oui, bah, écoutez, c'est vrai, le médecin, a priori, en sait plus que vous, en sait plus que nous, on espère en tout cas, que sur notre corps, notre psychisme, tout ce que vous voudrez, que nous-mêmes. Bon. On sait aussi qu'il a fait de longues études, que certaines fois, il a les, pas toujours, mais parfois, il a les conditions de vie enviables, tout ce que vous voulez. Bon, d'accord. D'abord, s'il a des diplômes, il a une compétence. Mais tout dépend où le médecin place sa compétence. Hein. C'est ce Winnicott, à un moment donné, dans un petit livre qui s'appelle Conversation, enfin bref, dans un petit livre de souvenirs, il dit, voilà, la rencontre médecin-malade, c'est la rencontre entre une fiabilité et une dépendance. Quand je suis malade, je suis dépendant du savoir de l'autre. Bon. Simplement, comment va être traitée cette dépendance? Et Winnicott dit, en quelque sorte, chaque médecin, chaque soignant dit, voilà, vous êtes dépendant de moi, mais voilà ce que je mets à votre disposition. Pas tout mon psychisme, pas tout, mais je mets un certain nombre de choses à votre disposition. Et vous pouvez en user comme vous voulez. Simplement, il appelle ça la fiabilité. La fiabilité, elle peut être mécanique, c'est-à-dire le type, il répare votre rotule, il vous bricole un rein, un poumon, ce que vous voulez. Mais pour lui, c'est une rotule, un poumon, un rein. Que ce soit dans votre corps à vous et que ça vous cause de la souffrance, finalement, c'est secondaire, puisqu'on attend de lui, c'est qu'il répare. Voilà. C'est ça, la fiabilité mécanique. Alors que Winnicott dit non, il y a aussi la fiabilité humaine. Voilà. Et précisément, la fiabilité humaine, ben, c'est là que se trouvent Lévinas. Et il y a un très beau passage, Georges reconnaîtra tout à fait ce passage, dans le Talmud. Je le lis d'après le texte de Lévinas lui-même, c'est dans La souffrance inutile, dans l'ouvrage Entre nous. Lévinas décrit un malade, enfin le Talmud décrit un malade comme quelqu'un d'enfermé dans sa souffrance, d'enfermé dans sa situation d'être souffrant. Et là, il y a un sage, à la fois un sage du Talmud et un médecin sans doute aussi, qui demande au patient, comme ça, tes souffrances te conviennent-elles? Je trouve cette phrase extraordinaire. Talmud, on ne connaissait pas la complaisance somatique, on n'appelait pas ça comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Si le type dit non, j'en ai marre de souffrir, alors on lui tend la main. Et il va saisir cette main, et la conclusion de l'apologue, c'est un prisonnier ne peut pas se sortir de lui-même de sa cellule. Je trouve que ça, c'est assez extraordinaire de condenser ainsi un certain nombre de questions brûlantes. C'est oui, je suis malade, oui, je suis malade, bon, bah, arrête de te plaindre, va te soigner, ou bien quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, donc, d'une part, cette comparaison de la souffrance, de la douleur physique ou de la souffrance morale, comme un cachot, comme une prison dans laquelle on n'en peut plus, quoi. Et donc, le rôle du médecin qui est donc de tendre la main. Voilà. Donc,
il y aura toujours une hiérarchie, c'est ce que je voudrais terminer là-dessus, du savoir, bien sûr. Complètement irresponsable. Peut-être qu'en Chine, dans les années 70, il fallait des médecins aux pieds nus parce qu'il n'y avait pas assez de médecins formés. Mais aujourd'hui, je suis comme tout le monde, je préfère aller chez quelqu'un de formé. Je pas, voilà. Donc, il y a une hiérarchie de savoir, mais elle ne doit pas du tout devenir écrasante et surtout étouffer la sympathie. Et tout à l'heure, on a parlé à un moment de la vulnérabilité d'autrui. Donc oui, là, l'idée, c'est que cette vulnérabilité d'autrui rendrait le sujet lui-même vulnérable. Et, d'une certaine manière, c'est ce à quoi s'oppose l'empathie. C'est-à-dire le fait d'être touché par la souffrance d'autrui me conduit moi-même à être exposé à autrui, à agir pour cet autrui d'une manière qui ne se limite pas... à propos des soins, qui ne se limitent pas à la dimension personnelle, la dimension professionnelle, mais justement qui me touche d'une manière personnelle. C'est-à-dire que l'idée même de la vulnérabilité, c'est qu'il y a dans la relation une dimension personnelle qui s'ouvre au-delà de la relation sociale codifiée, habituelle. Et donc, à travers la description de la modalité éthique de la rencontre, il y a un aspect sur lequel Lévinas insiste, qui est difficile à aborder parce qu'il est souvent contredit par beaucoup de systèmes de pensée, c'est la question de l'asymétrie, de l'absence de symétrie de la relation. C'est-à-dire que la relation, sur le mode éthique, elle ne place pas les deux personnes qui y participent à une place semblable ou même pas sur le même plan. Vous l'avez évoqué tout à l'heure en disant que autrui est au-dessus de moi d'une certaine manière, donc c'est même l'inverse. Chez Lévinas, ce qui rend la relation possible, c'est qu'il y a une asymétrie. La différence d'autrui, entre autrui et moi, elle vient du fait que son altérité le place sur un plan qui n'est pas le plan qui m'est connu. C'est-à-dire, il est dans le plan inconnaissable, inaccessible, etc. L'altérité qui émane d'autrui, tout à l'heure je parlais d'un retrait, une différence qui est inaccessible, ça fait qu'il n'est plus mon égal, il n'est plus à égalité avec moi. Et cette asymétrie, j'ai l'impression qu'on la comprend mieux lorsqu'on parle de responsabilité. Si je pense qu'autrui et son devenir me concerne, comme on le disait tout à l'heure, je ne peux pas faire un calcul, je ne peux pas me sentir autant responsable si je considère que lui aussi, il est responsable de moi à la même hauteur. C'est-à-dire, je ne peux pas ressentir une responsabilité pour autrui qui souffre et en même temps penser qu'autrui aussi doit se soucier de moi, de mon bien-être, ou bien, on l'évoquait tout à l'heure, il y a des textes qui disent quelque chose comme ça, qu'il y a une réciprocité, que j'apporte quelque chose à autrui, mais lui aussi doit m'apporter quelque chose. Mais si on considère qu'il faut une symétrie dans les relations, alors on se trouve à égalité. Non, dans l'éthique lévinassienne, l'important, finalement, ce que pense Lévinas, enfin, ce sur quoi réfléchit Lévinas, c'est sur le sujet. C'est-à-dire que la réflexion de Lévinas, elle se concentre sur la place du sujet, pas sur la place de l'autre. C'est pour ça que Lévinas, c'est pas le penseur de l'autre, c'est un penseur du sujet en relation avec l'altérité. Mais on peut dire que là, dans le cas de la relation de soins, cette question de l'asymétrie, elle est plutôt intéressante puisque chacun a sa propre place qui correspond aussi à l'accès à la situation, au vécu de la situation. Lorsque je suis touchée par la détresse d'autrui, je ne suis pas en situation, voilà, on peut dire, de penser à la réciprocité. La vulnérabilité, même si elle ouvre une situation où c'est l'aspect personnel de la relation qui s'impose, elle n'ouvre pas un plan unique et une question de réciprocité.
Je pense que j'avais prévu de vous poser une question sur la miséricorde. Vous y avez partiellement répondu tout à l'heure en parlant de... oui, vous avez un petit peu parlé de ça, mais peut-être on peut revenir sur la question de la souffrance, c'est-à-dire chez Lévinas, il y a des textes justement sur la souffrance, pas directement sur la question du soin, mais au moins sur la douleur. Et on trouve cette idée qu'il s'agit d'être acculé, de plus avoir de recul finalement vis-à-vis de son propre corps qui souffre, etc. Donc peut-être que je me disais que vous... Oui, on va parler de ça. Cette question. Oui, je suis d'accord. Mais juste une précision qui m'est venue à l'esprit en vous écoutant. Ouais. Le grand philosophe auquel on se réclame en déontologie, en le disant ou sans le dire, c'est pas Lévinas, c'est Ricoeur. Et Paul Ricoeur qui a écrit des choses aussi sur la souffrance. Ben, oui, je ne le citais pas, mais la réciprocité, la réciprocité, elle vient de là. Qu'est-ce que Ricoeur reprochait à Lévinas? Il reprochait de cultiver la mauvaise estime de soi. Comme si, par exemple, de dire plus je suis juste, plus je suis coupable. Alors ça le faisait hurler en disant non, il faut mettre tout le monde à la même toise. Je, tu, il. Voilà. Oui. On parle comparable. C'est ce qu'on trouve à la toute fin de Soi-même comme un autre. Hein, c'est la grande critique qu'il adresse à Lévinas. Ouais. C'est ça, alors, il faut une réciprocité. La question de la souffrance, parce que lorsque Ricoeur dit explicitement Lévinas qui cultive la mauvaise estime de soi, et ben pour Ricoeur, le pathique, enfin, comme on dit dans la littérature phénoménologique, le pathique, ça peut se traduire à la fois par éprouver et par souffrir. Alors des fois, on passe de l'un à l'autre. Et Ricoeur a parfois l'air de dire que Lévinas fait du dolorisme. Alors, le dolorisme, c'est une chose très précise. C'est au XIXe siècle, quand on disait aux femmes qui accouchaient dans les hospices, les hôtels-dieux de province, on disait il faut souffrir, voilà, etc. Bon. Ou la souffrance rédemptrice, comme celle du Christ. Enfin bon, imaginez un peu le schéma. Mais Lévinas n'est pas du tout là-dedans. Non, c'est un mauvais procès. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Éprouver avec l'autre? Oui. Prouver la même chose que l'autre? Peut-être. Tout en étant un autre et sans valoriser la souffrance. Parce que Lévinas est bien clair là-dessus, la souffrance est inutile. Au niveau historique, il n'y a pas de théodicée du genre vos ancêtres ont péché, donc vous avez bien mérité de mourir. Enfin, je ne sais pas, plein de choses. Ou bien vous, madame, monsieur, qui êtes en train de souffrir, nécessairement un bien, vous verrez, vous en aurez un bien spirituel, sans doute, renforcé, régénéré, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. J'insiste, Lévinas, j'imagine que vous êtes d'accord là-dessus, n'est pas là-dedans. Voilà. Alors, la question de la souffrance, outre son utilité, ça veut dire aussi qu'elle est injustifiable. Injustifiable par des raisonnements théologiques, s'il s'agit de la violence dans l'histoire, etc. Elle n'est pas justifiable non plus au plan individuel. Personne ne mérite de souffrir. Et toute tentative de réhabiliter la souffrance est quelque chose de terriblement suspect. Hein? Voilà. Alors, encore une fois, s'il y a, je dis ça pour un peu pour rassurer, s'il y a beaucoup de pages de Lévinas un peu dérangeantes sur justement plus je suis juste, plus je suis coupable, je suis responsable de mon persécuteur, enfin bon. Mais il y a tout autant de pages dans d'autres livres, dans le même, qui parlent de la vie comme jouissance de la vie. Il n'y a rien dans
dans ce que dit Lévinas, qui soit une justification de la souffrance, de la passion christique ou que sais-je encore. Il faut bien avoir ça présent à l'esprit, sinon on dérape. Hein, voilà. Ça, c'est une chose. Et donc, justement, si la souffrance n'est pas justifiable et elle est inutile, eh bien alors il faut la traiter sans réserve avec des analgésiques, etc., tout ce que vous voulez, mais en même temps, il faut s'intéresser à la personne qui souffre. Et on peut souffrir d'une souffrance physique, comme vous savez, on peut souffrir de solitude, d'isolement, d'ingratitude. Bref, les occasions de souffrir sont multiples. Voilà. C'est ça, si vous voulez, qui est important, et c'est ce que disent tous les gens qui essayent de comprendre qu'est-ce que ça veut dire fiabilité humaine chez Winnicott. Eh bien, c'est qu'on ne se préoccupe pas seulement de la personne qui a eu un malaise, à qui on a posé un appareil, etc. On lui demande et vous avez des enfants, et quelqu'un va venir vous voir. Enfin, l'exemple à l'appel. Et ça, c'est pas du supplément d'âme, comme on dit aujourd'hui. Ça relève pas d'une compétence particulière qu'on appellerait la compétence éthique. C'est le cœur du métier, c'est tout. Voilà. Et je suis scandalisé quand j'entends des gens dire qu'ils sont écartelés entre le référentiel des compétences pour lesquelles ils sont payés et évalués, etc. Et puis ce pourquoi ils ont choisi ce métier. Et le divorce est dur à vivre. Voilà, c'est ça. Bon, voilà. Mais oui, mais justement, en fait, depuis le début de la discussion, je pense qu'il y a un élément qu'on pourrait préciser parce que vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, et puis c'est ce qui fait un petit peu un partage dans ce dont on parle. Il y a une distinction importante à faire, une distinction entre la relation entre personnes, de personne à personne, et d'un autre côté, la relation entre des personnes et l'institution, de personne à institution, qui prend, chez Lévinas en tout cas, un sens plus politique, en faisant intervenir ce dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est le tiers. Dans la relation entre deux personnes, il y a la possibilité d'une rencontre éthique, c'est-à-dire que je sois touchée par ce qui arrive de l'autre d'une manière personnelle ou intime. En parlant de l'empathie, tout à l'heure, je disais qu'il y a la volonté de protéger le professionnel du soin de ce qui risque à se laisser aller à une relation personnelle dans le cadre du soin. Et finalement, le fait de viser la protection des professionnels, c'est quand même bien l'affaire de l'institution qui donne des indications. Bon, vous le disiez tout à l'heure, on appelle ça parfois des chartes, parfois on a les guides de bonnes pratiques. Ces éléments, ils ne relèvent pas de la rencontre d'autrui, donc ils sont à part de l'éthique. Dans une approche lévinassienne, ils relèvent de l'institution, donc du tiers, qui, chez Lévinas, est une manière de décrire l'intervention de la société. C'est-à-dire que dans la recherche du bien collectif, la société pose des cadres, pose des règles en vue de ce qui paraît être le plus équitable pour l'ensemble des patients et pour l'ensemble des professionnels de santé. Par exemple, avec l'empathie, on disait je peux soigner, je pourrais soigner quelque chose que je pourrais dans d'autres circonstances détester, mais je peux le faire en adoptant une attitude neutre à son égard, c'est-à-dire que l'empathie permettrait de traiter tous les patients de la même manière. Donc c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure en disant à partir de ce saut politique, on peut comparer toutes les personnes entre elles et donc de manière équitable, parce qu'il s'agit d'être en dehors d'une relation éthique et plutôt dans la visée d'un partage d'un bien pour tous. Mais là aussi, on voit, vous l'avez évoqué aussi, en codifiant le soin de manière à homogénéiser les pratiques, c'est-à-dire vous avez tel temps pour aller dans chaque chambre, pour faire une toilette, je ne sais plus combien de minutes, enfin, c'est carrément standardisé. Il y a le risque de laisser de moins en moins l'espace possible
pour une éventuelle relation humaine, autrement dit, une rencontre dans un sens plus éthique. Alors, je suis d'accord, mais il faut préciser, à mon avis, deux choses. D'abord, la question de se laisser bouffer par la situation. Freud a à un moment une remarque amusante. Il dit « Ah, si lui il souffre, moi je vais bien ». C'est ça la sympathie, c'est ça. Hein, je souffre pas avec lui, je souffre avec lui, mais pas comme lui. Je sais bien que je souffre pas. Mais voilà. Donc ça, c'est la bonne distance. Et alors, la dimension de l'institution politique, moi, je la vois, alors au niveau de l'État peut-être, mais aussi au niveau d'une institution de soins, d'un établissement de soins. Prenons la question de la responsabilité. Qu'est-ce qu'il dit, Lévinas? Il dit la responsabilité est infinie. Oui, mais alors, il y a deux manières de traiter la responsabilité infinie. C'est j'ai fait mes heures, il est 17 heures, je m'en vais. Horaire syndical. Bon, alors je ne dis pas qu'il faut faire des heures supplémentaires non payées, je ne suis pas en train de dire ça, hein. Surtout qu'en ce moment, parce que bon, non, ce qu'il y a, c'est que la responsabilité n'est pas seulement individuelle, elle se partage, elle se discute dans ce qu'on appelle des collectifs. Des collectifs de soignants, aujourd'hui ils étaient un peu dans la rue, c'est ce qu'on m'a dit, les collectifs de soignants, quand ils existent, non pas dans la rue, mais dans l'hôpital, dans l'établissement de soins, eh bien, ils ne doivent pas être empêchés par une hiérarchie verticale, bureaucratique, etc., contre laquelle Lévinas luttait, puisque je vous rappelle qu'il avait dit quand même dans les années 50, au Collège philosophique de Jean Val, il y a des larmes qu'un fonctionnaire ne peut pas voir. Vous voyez? Donc voilà, c'est ça. La responsabilité individuelle, elle est illimitée. Il faut lui trouver des limites, mais ces limites, elles sont au cœur de la question politique. C'est-à-dire qu'il faut en discuter. Il faut pouvoir en discuter et les organiser. Ce que vous dites, ça me fait penser aux démarches collégiales. Oui. C'est-à-dire aux réunions de, comment on appelle ça, les réunions pluridisciplinaires dans lesquelles on discute de situations concrètes. C'est la fonction de certains comités. Une des conditions pour que ça marche, c'est qu'il ne faut pas de rapport sacré au statut. Hein, voilà. Je suis le médecin chef de clinique, c'est moi qui ai raison. Non, les statuts, on les met ils existent, bien sûr, mais il légitime votre paye à la fin du mois, c'est normal, bon, mais les statuts ne doivent pas avoir le dernier mot. Et bon, alors ça c'est peut-être une réforme difficile à engager, mais voilà. Soit on est du... Alors, on pourra toujours prêcher la miséricorde, la bienveillance, etc. Mais il faut bien voir quels sont les obstacles, les obstacles à une médecine éthique, humaine, etc. C'est ça. Les obstacles, ils ne sont pas seulement dans la tête des gens qui font leur métier ou qui essayent de faire leur métier, mais dans les structures hiérarchiques de l'hôpital ou de l'institution où on est. On raconte les gens, il suffit de les écouter. Et je crois que Lévinas, effectivement, est un penseur politique. Là, à ce moment-là, quand il dit ça, il est un penseur politique. J'ai peut-être aussi la question des, puisqu'on a parlé des compétences techniques, non techniques, celles qui sont évaluables et celles qui ne le sont pas. Et bon, qu'est-ce que c'est finalement qu'une intervention éthique en santé? Que penser, là ça c'est une question que je vous pose, que penser justement de ces comités d'éthique, de ces cellules éthiques qu'on voit fleurir ici ou là? Après tout, vous savez ce que c'est, non? Ah oui, oui. Moi, j'en pense beaucoup de bien à partir du moment où, comme vous le précisiez, il n'y a pas l'obstacle de la hiérarchie, ce qu'on peut souvent observer malheureusement, hein, c'est-à-dire
un ordre de la parole ou de la décision qui s'organise autour du statut. Et finalement, c'est pour ça, je pense que ça fonctionne mieux quand c'est tout à fait pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y ait des intervenants qui ne soient pas forcément des professionnels de santé, des gens comme nous, parce que ça permet aussi de faire intervenir des personnes qui ne sont pas soumises à cette question de la hiérarchie. Et alors, donc, qu'est-ce que c'est Ah oui. Oui. Ah oui, oui, vous disiez... oui, alors ça, on va essayer de peut-être d'y répondre tous les deux à cette question. Qu'est-ce qui... On a le temps, David? Ça va, tu prends ton temps. Hein. Non, mais moi, je te dis ce que je pense. Peut-être bien de passer. Non, si j'avais envie. Ce serait peut-être bien de passer aux questions. Mais vous êtes mise en sourdine. Eh bien, d'accord. Alors, Jean-François, vous voulez... Non, je voulais simplement contextualiser, mais on en a suffisamment parlé aujourd'hui, quoi. Voilà. On peut peut-être ouvrir la discussion là-dessus. Oui. On en est aujourd'hui, dans ces professions. Oui. Pour Comme vous voyez, on aurait pu discuter encore longtemps, mais on va vous laisser poser vos questions. C'est ce que disait qui déjà. Donc, un point d'ordre. Donc, pour les questions, le mieux est que les personnes qui veulent poser des questions se signalent dans le chat, c'est-à-dire à l'endroit où il y a marqué « Converser » en français. Donc, à ce moment-là, vous pouvez poser la question, écrire brièvement, vous signaler simplement, et ensuite la poser de vive voix vous-même. Ce n'est pas moi qui vais lire les questions, c'est vous-même qui devez les poser. Et à ce moment-là, vous ouvrez votre caméra. Évidemment, vous ouvrez votre micro. Mais encore une fois, les micros de ceux qui ne parlent pas doivent être absolument fermés, parce que sinon, on aura des problèmes de son. Voilà. Donc, moi, je vais dire un point. Donc, à propos de ce que Jean-François, tu disais à la fin, sur cette question de la hiérarchie, et aussi en rapport avec la situation actuelle. J'ai entendu récemment Gilles Legendre, qui est le président du groupe parlementaire LREM de ce qui est à l'Assemblée nationale. Donc, j'ai entendu dans un certain cercle assez restreint remarquer que les endroits où la hiérarchie n'a pas été respectée, où les règles n'ont pas été respectées, sont les endroits où on a le mieux soigné les malades de Covid. Voilà. C'est une remarque intéressante. Dans le sens de ce que tu disais. Et, voilà. Donc, c'était une petite remarque. Il y en a qui s'en souviennent par la suite. Oui, ils étaient très étonnés. Hein. Il était très étonné. Et ça a été même noté et renoté ensuite dans d'autres réunions du même groupe. Très surpris. Hein. Donc, ceux qui veulent poser des questions peuvent le faire. Donc, qui veut poser une question? On dirait que Joël veut poser une question. Joël, il apparaît Joël, oui. Joël Ancel. Oui, non, parce que je pense que c'était très important de. Enfin bon, tout ce que vous avez dit, c'était très très riche et très enrichissant, enfin riche et enrichissant. Et je pense que cette distinction qui a été faite entre l'empathie et la sympathie, c'est quelque chose de très important. Mais c'est vrai qu'il y a souvent cette expression se mettre à la place d'un autre. Que l'on voudrait. Alors Jean-François, tu as dit effectivement souffrir avec, d'accord, mais souffrir comme, c'est pas possible. Mais il y a quand même cette volonté qui a un mal de soi à autrui, qui serait voilà, se mettre à sa place. Voilà, donc je voulais juste parler de cette dimension. Alors, je peux répondre, David? Oui, bien sûr. Voilà, donc je te remercie, Joël, pour cette précision, parce que justement, que font les
Sur quoi repose le fonds de commerce de toutes les bonnes sœurs? C'est de souffrir la même passion que le Christ. C'est d'ailleurs tout le monde la même. Là, c'est de l'hypocrisie. Donc, je voudrais choquer personne, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. On ne peut pas souffrir comme, c'est hypocrite. Quand Freud dit, si lui souffre, moi je vais bien, c'est une manière ironique, très astucieuse de dire les choses. Je ne vais pas faire semblant de souffrir comme l'autre, mais je vais souffrir avec. C'est-à-dire, je vais l'accompagner dans la souffrance, disons, pour sortir de son état actuel de souffrance, la délivrance. C'est plutôt ça, hein. Comme et avec, c'est ça la distinction. C'est quoi, par exemple, je donne souvent cet exemple, mais bon, c'est en psychiatrie parce que c'est un terrain que je travaille en ce moment. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous savez qu'une personne dite schizophrène est une personne dont le corps n'est pas unifié. C'est-à-dire que si je regarde ma main, soit ma main m'appartient, c'est ma main, soit elle appartient à la table sur laquelle elle est posée. Et un jour, il y a un schizophrène qui était dans le bureau du psychiatre Jean-Henri, vieux qui connaissait un rayon, et à la fin de l'entretien, Jean-Henri, le psychiatre, dit « Bon, ben, monsieur, voilà, l'entretien est fini, vous pouvez y aller ». Le type était accoudé, il avait la main gauche accoudée sur le bureau du psychiatre, et il ne se lève pas. Et Henri lui dit « Vous pouvez y aller, votre main partira avec vous ». N'importe qui, étranger à la situation, dit « il est encore plus fou que le malade ». Mais non, il avait compris que le souci de ce monsieur, c'était de dire « mince, est-ce que tout mon corps va me suivre ou la main va rester ?» C'est ça la dissociation schizophrénique du corps, hein, entre parenthèses, de l'image du corps. Il faut avoir une fréquentation, une intimité avec ce type de souffrance qui, pour n'importe qui d'autre, est complètement opaque, inimaginable même. Et voilà, il le dit. Et le type s'est levé et était rassuré. Éric Hoppenot. Il pose évidemment un savoir, et pas n'importe lequel, une grande fréquentation de ces types de psychoses, mais surtout une sympathie, non pas une empathie. Il dit, ben oui, je vois bien qu'il ne veut pas s'en aller. Je suppose que c'est parce qu'il a peur que sa main reste collée. Et en même temps, dans l'exemple que vous donnez, on voit bien que ça ne pourrait pas exister si le clinicien croyait pouvoir être à la place de l'autre. C'est-à-dire, s'il imaginait que ce patient qu'il reçoit comprend et a les mêmes repères que lui, par exemple, ça serait absolument impossible d'accéder, c'est-à-dire avec cette sympathie dont vous parlez, il y a une proximité qui n'est pas se mettre à la place de l'autre, justement, parce que il permet de prendre en compte les différences qu'il y a entre autrui et moi, des différences infranchissables, hein, comme je précisais tout à l'heure en parlant de l'altérité chez Lévinas. Enfin, j'ai l'impression que c'est une grande amélioration de notre capacité aux relations lorsqu'on prend en compte le fait que autrui est différent. C'est déjà un pas. Par exemple, en l'occurrence, la différence terrible entre schizophrène et la personne qui ne souffre pas de dissociation. Alors, d'une part, il y a le savoir théorique énorme du psychiatre, mais après tout, il pourrait dire, j'ai le savoir, ce monsieur s'en va, parmi la personne suivante. Non, il comprend, il a l'intuition que c'est ça qui empêche ce monsieur de se lever. Mais Trouver les mots pour ça. Ouais. Il faut trouver les mots, mais il y a la clinique
mais il y a aussi un sens du contact, je pense. Voilà, c'est ça, exactement. On n'en a pas assez parlé, c'est vrai. Ouais, ouais. Le sens C'est-à-dire, Pardon. Et Lévinas emploie, alors ça, vous pouvez le dire aussi bien que moi, le mot contact est fréquent chez Lévinas. Et même dans les textes que j'ai cités, il y a le mot contact, tact au sens de toucher. ah oui, oui, oui. Tripoter. Bon, alors il distingue la palpation, vous avez mal là, etc. Et puis, d'une manière plus générale, le contact de psychisme, le contact des humeurs, le contact de personne à personne. Mais c'est fondamental. Oui, oui, le fait de sentir autrui d'une certaine manière. Éric Pardon, il y a des Coffin, personnes qui ont levé la main. Oui, juste un mot. Moi, enfin, j'étais un peu surpris de la définition que vous donnez de l'empathie. Pour moi, l'empathie, ça n'est pas une forme de substitution. C'est pas souffrir comme l'autre. C'est plutôt souffrir avec l'autre, ce qui n'a rien à voir. Alors là, quand choses radicalement différentes. Mais quand on en parlait, c'est pas vouloir souffrir à la place de l'autre. C'est pas ça l'empathie. Enfin, non. Il y a une idée de réserve. Alors, quand on parlait d'empathie, je pense que Jean-François et moi, on se référait beaucoup à ce qui est écrit dans la littérature des soins infirmiers à propos de l'empathie. Et vraiment, c'est décrit comme une attitude de réserve, mais qui est... c'est toujours présenté dans le dispositif de la bientraitance, en fait. Ça fait partie des stratégies de comportement qui permettraient un meilleur soin tout en s'accent quand même sur une réserve. Mais Flora et Eric, il y a une expression qui n'a malheureusement pas fait florès, puis qui n'a pas été reprise. J'ai lu ça chez un psychiatre japonais. Il parle d'imagination conjecturale. Ça, c'est pour traduire empathie. C'est-à-dire, je suis dans voilà peut-être ce qu'il est en train de penser, ce qu'il donne envie de vouloir faire. Ça, oui. Imaginez. Il y a des gens qui manquent d'imagination, puis il y a des gens qui ont l'imagination de ce que peut ressentir ou faire l'autre. Alors peut-être que ce serait, je ne sais pas, une notion à développer. Non, mais Flora faisait effectivement allusion à toute la littérature grise, comme on dit, des formations en soins infirmiers, d'autres métiers, l'empathie. Si je peux me permettre juste une dernière question. Je me demandais s'il y avait des chemins possibles de rencontre entre Lévinas et Martha Nussbaum sur ces points-là. Ah oui, moi j'en vois, oui. Oui. Moi, je ne saurais pas répondre. Alors, c'est une question délicate. Martha Nussbaum, en tant que telle, bon, je suis loin d'avoir lu tout ce qu'elle a écrit, mais lorsqu'elle parle des émotions, par exemple, oui. Elle est tout à fait dans le ton de ce qu'on dit aujourd'hui, oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Émotion, imagination, tout ça, oui, ça va ensemble, oui. Alors, de notre côté, Martha Nussbaum est souvent associée à la philosophie du Caire, dont on parle. Oui. Vous aurez remarqué qu'on a soigneusement c'est bien. évité. C'est bien. Mais moi, j'aurais une question. Il y avait une dame, je crois, qui avait levé la main, pardon. Mais... Non, je suis là. Ah d'accord, je te laisse faire. Ok, la modération, c'est pas pour sur le chat. Donc, c'est Michel Olivier, puis Patricia Kozelev, et ensuite Emmanuel Picard. Bon, je vais faire court, alors, parce qu'il y a du monde. Voilà, je voulais revenir sur la question de la hiérarchie. J'ai un petit problème de compréhension ou d'adhésion à une partie de ce qui a été dit. Et pour l'illustrer, je reviens sur l'exemple qu'a donné Jean-François au tout début de l'infirmière qui faisait son métier strictement en restant 4 minutes au lieu de 2, contrairement à la norme, et qui allait se faire gronder après par la hiérarchie vraisemblablement, et il soulignait une incompatibilité entre la raison pour laquelle elle avait choisi ce métier et toutes ces normes, et ça le scandalisait, et on comprend bien pourquoi. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire que
lorsqu'elle passe de 2 à 4 minutes, vraisemblablement, il y a quelqu'un en fin de série, un patient, un autre patient qui, lui, va passer de 2 à 1 parce que le temps est limité. Alors évidemment, on peut dire, mais il suffit de rajouter une infirmière en plus. Et si on généralise ça, on a un problème budgétaire et allouer une infirmière en plus, c'est retirer du budget à un autre domaine qui pourrait le nécessiter tout autant. Et donc, en un certain sens, la hiérarchie, elle peut aussi être entendue comme la voix du tiers. Et à partir du moment où elle a la voix du tiers, elle a un sens éthique et pas uniquement un sens de perturbateur. Si certains d'entre vous ont eu des enfants qui avaient des difficultés sociales ou relationnelles à l'école, ils ont sûrement remarqué que ça apparaît en cours de récréation et jamais pendant la leçon. Parce que précisément, en cours de récréation, c'est là où il n'y a pas de hiérarchie et la liberté de chacun se déploie. Et ça peut aussi être un engendrement de souffrance. Et le rôle du professeur, mais qui est aussi une hiérarchie, peut être de protéger le tiers, c'est-à-dire l'enfant en souffrance. Donc voilà, comment est-ce qu'on articule ça? C'est moins une critique, une question. En fait, comment est-ce qu'on articule la valeur éthique du tiers et est-ce que la hiérarchie ne représente pas aussi ça? C'est une question, je peux répondre, hein? Oui, bien sûr. Oui, allez-y. La question que pose Michel est essentielle parce que soit c'est la hiérarchie qui répond brutalement, soit il y a partage, coopération, collaboration, tout ce que vous voulez, trans-hiérarchie. C'est-à-dire qu'effectivement, du point de vue, un simple point de vue comptable, de justice distributive, commutative, comme vous voulez, effectivement, si j'accorde 4 minutes à ce monsieur, j'en accorderai pas 4 à madame machin qui souffre tout autant. C'est vrai. Mais ce qui fait souffrir, c'est de ne pas partager ce souci-là. Or, on ne partage pas après, on partage avant. On se met d'accord sur qui va voir qui, etc. Dans certaines pratiques beaucoup moins hiérarchiques, on fait des réunions, on dit, voilà, monsieur machin est arrivé, qu'est-ce qu'il va s'occuper de lui? Voilà, c'est ça. Mais si c'est simplement de dire tel infirmière fait tel côté du bâtiment et l'autre tel autre, c'est pas de la coopération, ça, c'est de la division du travail, ça fait souffrir. Enfin, c'est comme ça que je réponds à la question. C'est ça, c'est-à-dire, j'aurais dit pareil, c'est-à-dire ça fait souffrir. Dans la question, il y avait l'idée que ça peut, ce choix de rester un petit peu plus longtemps avec une personne peut pénaliser le patient suivant ou celui qui est en fin de, par exemple, à la fin du service. Mais le choix de ne pas le faire, ça va amener une vraie souffrance au travail. C'est-à-dire la personne qui est restée sur les 2 minutes plutôt 4, par exemple, hein, je dis au hasard, à la fin de la journée et puis à la fin de la suivante, et puis à la fin du mois et à la fin de l'année, peut avoir toujours ce sentiment de ne pas bien faire son travail. Et donc, c'est vrai que ce dont parle Jean-François, c'est-à-dire une collaboration entre les membres d'un service, ça peut permettre d'arriver à un équilibre et puis une adhésion aussi, c'est-à-dire cette collégialité entre les différents des différents degrés hiérarchiques, par exemple, d'un service. Elle peut amener à une adhésion de tous les membres, si c'est discuté, à une manière d'organiser le travail. Si tout le monde arrive à être d'accord par la discussion, ça marche. Mais enfin, voilà, donc c'est une question, je pense, qui se pose en situation. Oui, c'est une question pratique. Ouais. Pratico-pratique, c'est vrai. Très importante, mais c'est difficile d'imaginer un fonctionnement parfait sans y être. Et le problème du cadre général, c'est que c'est ça qu'il fait exactement. C'est-à-dire, il imagine le cadre général, il pose un fonctionnement qui doit être respecté sans prendre en compte, enfin, parfois sans prendre en compte la réalité du terrain. Je peux prendre un exemple en dehors de la relation de soins, à l'école, puisque Michel a parlé de l'école, la cour de récréation. Dans les lycées où ça allait le plus mal, j'en ai vu quelques-uns il y a longtemps, mais c'est quand les profs et les conseillers
d'éducation, les CPE ou ce qu'on appelait les pions autrefois, ne communiquaient jamais. Un élève embête un professeur, le professeur l'envoie au CPE. Mais jamais les deux ne se parlaient. Il ne faut pas s'étonner si ça ne va pas. Si par contre, effectivement, ils s'échangent des informations, ils se donnent des coups de main, ils interviennent hors de leur sphère proprement dite, eh bien, ça va beaucoup mieux. Ce n'est pas miraculeux, mais ça va beaucoup mieux. Quand ça marche comme ça. Donc, Et nous avons oui. encore 3 questions que nous pouvons prendre. Patricia Kozelev. Oui. Patricia Kozelev. Oui, moi je me posais la question de savoir si Lévinas s'était intéressé à la question du savoir de celui qui souffre. C'est-à-dire que celui qui, vous avez parlé de se mettre en dessous de celui à qui on s'intéresse. Est-ce qu'on s'intéresse au savoir qu'il a lui-même, à sa connaissance de sa souffrance? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, mais ce n'est pas un savoir théorique. C'est un vrai savoir. D'ailleurs, l'expression qui a été créée par le tragédien Échille au 5e siècle avant Jésus-Christ, patei matos, ça veut bien dire strictement apprendre par l'épreuve. Celui qui souffre, qui traverse une épreuve, il apprend. Mais celui qui a accompagné la traversée de l'épreuve par le patient, il apprend aussi. Mais ce n'est pas forcément des choses qui font partie du savoir académique. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que les patients sont très peu écoutés par les médecins. Oui, alors qu'ils en savent énormément sur leur pathologie, en fait. Il y a beaucoup de programmes de recherche en ce moment et de travail qui est fait sur la question du patient partenaire ou du patient expert, par exemple, qui ont pour visée de prendre en compte justement l'expérience et les sortes d'acquis pratiques qui émanent des patients. Mais c'est vrai que c'est un travail de fond pour lequel il va falloir du temps, je pense. Question suivante, donc Emmanuel Picard. Oui, bonjour. Il y a un principe talmudique, à mon avis, le professeur Lévinas devait connaître, qui dit, dans le traité de Kiddushin, que le meilleur des médecins ira en enfer. Atov Sheba, on filme la Geinom pour les hébraïsants. Et bien sûr, les premiers commentateurs donnent comme explication qu'il s'agit des vertus et des qualités éthiques demandées aux médecins, le savoir, de ne pas être orgueilleux, de ne pas l'appât du gain, etc. Mais il y a un autre commentateur du XVe siècle qui dit qu'au contraire, c'est pas sur Tov, c'est pas sur le meilleur des médecins, mais sur l'enfer, justement, que le médecin doit avoir en face de lui l'enfer, de voir qu'en fait, il peut, s'il échoue dans son traitement, il peut causer l'enfer pour son patient. Donc, ce principe stipule la responsabilité du médecin face au patient. Alors, quand on parle de responsabilité, alors il y a forcément altérité, il y a forcément hiérarchie. Donc, on ne peut pas arriver à cette parité dont vous parlez. Donc, c'est forcément ce gap se produit. Donc, on n'aura jamais vraiment cette égalité. La même chose même pour un professeur face à un maître, etc. C'est ma question. Oui, je voudrais vous répondre sur le sens du mot hiérarchie, parce qu'il me semble qu'on confond souvent la hiérarchie statutaire, le médecin, le malade, le professeur, l'élève, le maître, le disciple, ça c'est une hiérarchie qu'on accepte dans le meilleur des cas pour que la transmission passe. J'accepte d'être enseigné ou d'être par monsieur, madame, machin. Bon. Mais quand Lévinas dit qu'il y a une différence de niveau entre autrui et moi, on peut l'appeler hiérarchie, mais c'est impropre.
C'est vraiment une différence de niveau. Et autrui est plus haut que moi. C'est lui qui m'enseigne. C'est à son service que je suis. Quand je suis dans un hôpital ou dans une classe, je ne suis pas au service de ma hiérarchie. Je suis au service de mes élèves, je suis au service de mes patients. C'est par abus de pouvoir qu'on dirait que je suis au service de l'hôpital ou de ma hiérarchie. Il ne faut pas confondre les deux plans, je pense. Oui, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a les relations de personne à personne et d'un autre côté, les relations à l'intérieur de l'institution, où c'est là qu'on parlait de la question de la collégialité plutôt. Mais entre le médecin et le patient, on n'est pas du tout en recherche d'un même plan ou d'une réciprocité. Simplement, ce qu'on disait juste avant à propos de ce qui est, comment dire, des formes de savoir particuliers aux patients, ils ne peuvent pas être mis sur le même plan. En effet, je suis d'accord avec vous que les compétences du médecin. C'est une chose différente, quoi. Mais ça n'empêche pas de les prendre en compte. On arrive à la dernière question. Merci. Aline Desmet. Alors, moi, je vais d'abord vous remercier pour cet échange très riche et c'est un véritable plaisir de participer à ce workshop. Moi, c'est la neurobiologiste qui travaille en neurosciences cognitives qui voudrait poser une question. Flora, au début, tu as fait référence à cette altérité. Alors, est-ce que cette altérité dont parle Lévinas, elle peut être conçue comme une incapacité finalement à investir la cognition d'autrui, puisque dans la mesure où je ne peux pas, moi, sortir de mon monde de représentation, de mon propre système cognitif, de fait, je ne peux pas vraiment me situer du point de vue d'autrui. Dans ce cas-là, qu'en est-il de la relation de soins ou de l'empathie si je ne peux véritablement, au fond, si je ne peux pas me pénétrer le système cognitif d'autrui, qui inclut dans la définition que je lui donne la vie affective également, hein, parce que la cognition ne serait pas ce qu'elle est sans cette vie affective, en tout cas quand on parle de cognition naturelle. Voilà. Alors, ouais, je commence, mais après, on se distribue la parole. Hein. Non, j'étais en train de réfléchir. Alors, je ne sais pas si... Il ne parle pas de la cognition, donc je ne sais pas si ça correspond exactement à ce dont tu parles. Hein. Je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait une différence infranchissable pour la relation, d'après Lévinas, finalement, c'est pas... C'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur la question de la différence, mais dans la réflexion de Lévinas, ce n'est pas un empêchement de la relation, c'est l'inverse même. C'est grâce à la différence qu'il peut y avoir une relation. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas une séparation aussi forte, il n'y aurait même pas l'occasion de la rencontre éthique. Hein. Jean-François, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, en écoutant la question, madame, j'avais une phrase de Maldinet, Henri Maldinet, qui n'est pas cognitiviste, comme vous le savez, mais de la vieille école phénoménologique, etc. Il dit, lorsque le psychiatre, faisant fonction de ce que vous voulez, est en face d'un patient souffrant d'un psychotique, par exemple, il dit, mais oui, le premier abord est l'opacité, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Et il dit, mais je sais, l'intelligence de ce métier, c'est d'avoir des intelligences à l'intérieur de la forteresse pathologique du patient, au sens d'avoir à l'intérieur des complices qui vont ouvrir la porte. Vous voyez? Et ça, on peut le faire, mais pour ça, il faut travailler. Merci. Bien. Donc, nous arrivons à la fin de cet atelier. Mais avant de clore, donc comme je l'ai dit au début, la semaine prochaine, mardi prochain, 18h, heure de Paris, nous aurons un deuxième atelier digital de la CIREL dont le thème est « Trajectoire » au pluriel de Lévinas, avec deux personnes, deux intervenants, Jean-Michel Salanski et Joël Ancel, dans l'ordre et dans le désordre.
Et comme teaser de cette séance de la semaine prochaine, de cet atelier de la semaine prochaine, Jean-Michel Salansky et Joël sont invités à dire quelques mots, annoncer de quoi ils vont parler, très, très, très brièvement, évidemment. Donc, Jean-Michel ou Joël? Jean-Michel. Donc, j'anime mon micro. Voilà. Oui, donc c'est presque gênant d'annoncer ce dont je vais parler parce que ça va avoir un effet répulsif. Je vais essayer d'expliquer le motif anontologique chez Lévinas. J'ai essayé de décrire toute l'œuvre de Lévinas, du début à la fin, avec 5 étapes, sous l'angle de ce motif anontologique. Et anontologique, en grec, ça veut dire ce qui est privatif par rapport à l'être, sortir du point de vue de l'être, échapper à la perspective de l'être. Donc, vous voyez que vous pouvez vous préparer à quelque chose de terriblement incompréhensible et ennuyeux. Voilà. C'est un drôle de teaser. La mauvaise estime de soi, c'est pas bon. Joël? Alors, je ne sais pas quel effet ça aura, mais enfin, on verra bien dans une semaine. Mais donc, je parlerai donc le titre Être juif, le retour du jeune Lévinas. Et donc, d'abord, mon objet, c'est de parler de cette période, de la période d'avant-guerre, où Lévinas, comme il le dit, arborait fièrement une chevelure noire très abondante, et donc d'un aspect de son œuvre qui est peu connu, puisqu'on connaît surtout, et à juste titre d'ailleurs, l'éthique de la responsabilité pour autrui de la prière. Et en fait, dans cette œuvre d'avant-guerre, qui comprend une philosophie d'ailleurs à part entière, qui est très différente de l'éthique de la responsabilité, puisqu'il n'y est pas encore question d'autrui. Donc, je m'intéresserai à la dimension juive de cette œuvre. Alors, quand on dit dimension juive, il faut le penser dans l'esprit de Lévinas. Hein, c'est pas un particularisme. Hein. On verra que c'est pas non plus un universalisme non plus. Hein. Résumé, signifie être juif pour le jeune Lévinas dans l'avant-guerre. Voilà. Donc, on va terminer cette rencontre, puisqu'il s'agit d'une rencontre. Et donc, je dois vous dire que nous avons eu des participants d'un peu partout. France, évidemment, Italie, Israël, Albanie, également Lituanie, également d'Amérique latine et d'autres endroits dans le monde. Voilà, donc c'est États-Unis évidemment aussi. Donc tous les fuseaux horaires étaient représentés. C'est un des miracles de ce mode de communication, de discussion. Et donc la semaine prochaine à 18h de Paris, faites le calcul, ceux qui ne sont pas à Paris font eux-mêmes le calcul, savoir à quelle heure c'est chez eux. Et donc nous nous retrouverons. Donc merci beaucoup à Flora. Merci beaucoup à Jean-François. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. À tous ceux qui ont posé des questions. Voilà, bonsoir. Merci. Bonne journée pour ceux qui... Merci à tous. Journée et bon après-midi pour ceux qui commencent leur après-midi.